Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le projet ATIN. Le grand retour en quelque sorte du podcast puisque le dernier épisode est sorti il y a 9 ou 10 mois, en novembre dernier, dans lequel j'avais discuté avec Aubin et Théophile de la coopérative cyclologistique Olvo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les écouter si vous êtes passé à côté. Un grand retour donc avec un épisode dans lequel je reçois une grande association française puisqu'elle a des antennes un peu partout dans l'Hexagone, l'association La Cloche. Association qui œuvre contre la grande exclusion des sans-abri en recréant du lien social par différentes activités entre les personnes avec et sans domicile. Pour nous présenter l'association, son histoire et ses projets, j'ai eu le plaisir de discuter avec Lola et Gemma, toutes deux membres actifs de La Cloche. Petite précision, l'épisode a été enregistré en février dernier, avant que je plonge dans mon mémoire universitaire qui m'aura pris beaucoup de temps. Donc pendant l'épisode, si vous nous entendez parler de passe sanitaire ou de restrictions Covid, ne vous en faites pas, le pass sanitaire n'est pas de retour, c'est seulement qu'il faut replacer l'épisode dans son contexte. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 5e épisode d'Atin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lola et Gemma, membres de l'association La Cloche qui œuvre à ses manières auprès des personnes sans domicile. Bonjour Lola et Gemma, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et bien sûr, bonjour, je m'appelle Gemma Galin, j'ai 22 ans et je suis en service civique à l'association La Cloche depuis septembre. Et moi, c'est D'accord. Lola. Je suis coordinatrice de la zone ouest de Paris pour l'association La Cloche depuis environ 1 an et demi. Et merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que c'est votre métier à temps plein? Oui, ou votre service civique à temps plein? Oui, Ou vous faites absolument. quelque chose à côté? Et non, c'est un service civique de 4 jours. Moi, je travaille 28 heures semaine, mais c'est mon activité principale, absolument. Les deux mêmes. D'accord. Donc ma première question, c'est comment le monde associatif et la solidarité sont-ils entrés dans votre vie? Est-ce que ça passe par une éducation, une rencontre? Personnellement, j'ai commencé à m'engager après le lycée, j'avais un peu de temps, quand je travaillais, enfin je faisais mes études à la fac. J'ai commencé à m'engager parce que je trouvais ça important. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est vrai que ça vient aussi de ce que mes parents m'ont partagé. Ma mère est très, très active dans les associations. Du coup, je voulais moi-même de mon côté m'engager. Et, euh, et ensuite, aujourd'hui, je me retrouve à travailler dans une asso après un premier stage dans une autre asso l'année dernière. Et j'aime beaucoup travailler dans ce milieu et donner un sens à mon travail. Hmm. Et pour ma part, c'est pareil, j'ai grandi. Enfin, mes parents m'ont toujours poussée à m'engager dans des associations. Et quand j'étais plus jeune, j'ai fait partie des associations à l'école, au collège, même dans le domaine du sport, du coup, et de mes activités, de mes loisirs. Très naturellement, en fait, j'ai voulu m'orienter vers ce type de métier. Et j'ai même, du coup, fait des études en lien, notamment la fin de mes études en lien avec le monde associatif et de la solidarité. Donc, Est-ce que, enfin, vous avez dit que vous étiez membre d'autres associations avant d'être membre à La Cloche. Est-ce que vous êtes actuellement dans d'autres associations ou vous donnez de votre temps uniquement à La Cloche? Personnellement, moi, je donne du temps qu'à la cloche pour l'instant, parce que j'ai beaucoup bougé ces dernières années. Et ouais, je me consacre principalement à la cloche. et moi, mis à part le fait que je fais de la danse dans une association et que j'ai une AMAP, voilà. C'est pas du coup le même type de. Enfin, c'est pas des associations qui sont dans le thème de la solidarité, mais voilà, c'est quand même des collectifs, en tout cas, de citoyens auxquels je fais partie. D'accord. Donc nous sommes ensemble pour discuter de La Cloche, l'association dont vous faites partie. Sur votre site, on peut lire que La Cloche a été créée en 2014 par Mhm. Louis-Xavier Leca, avec pour projet, je cite, de permettre à tous les habitants avec ou sans domicile, à leur échelle de simples citoyens, de pouvoir venir en aide aux personnes sans domicile qu'ils croisent tous les jours dans leur quartier.
Donc avant de parler de la façon d'y parvenir et d'où se situe l'association aujourd'hui, pourquoi ce nom, La Cloche? Euh, alors en fait, ça vient du terme symbolique assez fort de clochard, qui a une histoire un peu particulière. En fait, c'est né au XIIe siècle, avec notamment la création du marché des Halles à Paris. Et en fait, les jours de marché, on sonnait la cloche pour indiquer le début du marché, et on sonnait une deuxième fois lors de la fermeture du marché. Et c'était en fait le signal pour les personnes les plus démunies de venir récupérer notamment les invendus, et voilà, ce qui n'avait pas été euh, vendu sur les étals du marché. Et du coup, nous, Vendu. on a souhaité reprendre cette symbolique-là et en faire un peu un symbole de regroupement, de lien et de solidarité. D'accord. C'est pas, le nom indique pas ce que l'association fait. Il y a certaines associations qui ont un peu un nom éponyme. Là, c'est plus illustratif. C'est vrai. On retrouve dans le projet la notion d'aide, et lorsqu'on pense à l'aide qu'une association peut apporter aux sans-domicile, on pense surtout aux maraudes ou à une aide financière. Pour vous, cette aide prend une autre dimension plus sociale. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Effectivement, on a envie d'agir en complémentarité des autres acteurs de l'action sociale qui, justement, permettent d'agir sur le don de nourriture, les vêtements, les maraudes, etc. Et du coup, nous, on estime que le lien social, c'est trop peu pris en compte, alors que de ce qu'on sait et de ce que les personnes nous font remonter, c'est tout aussi important que n'importe quel autre besoin, que ce soit le besoin du coup de se nourrir, de se loger, etc. Et donc on veut vraiment intervenir sur cette thématique-là du lien social via la cloche. Donc on reprend pas toutes les autres actions que nos partenaires font de façon très pertinente, mais on vient être un plus à tout ça. D'accord. Donc, on va passer à vos deux principaux programmes, le carillon et les clochettes. En déroulant la frise chronologique de l'association, on se retrouve un an plus tard en 2015 avec le lancement du carillon. Pouvez-vous nous présenter ce programme et ce qu'il Et propose? absolument, le Carillon, c'est notre réseau de commerçants solidaires qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 commerçants en France. Et ce réseau permet aux commerçants de rendre des petits services, rendre accessible de recharger son téléphone, l'accès à un verre d'eau, garder ses affaires pour une journée, réchauffer son plat, etc. Ça englobe beaucoup de services différents. Et certains commerçants vont un peu plus loin et proposent des produits, euh, des repas, des boissons chaudes. Mhm. Et le but premier de ce réseau de commerçants, c'est justement de créer du lien dans les quartiers et de rendre accessibles les commerces pour les personnes en situation de précarité et en développant surtout ce système de label. Donc les commerçants, quand ils intègrent, sont labellisés Carillon et ça crée un contrat de confiance et que ça montre que les personnes sont les bienvenues dans ces commerces qui ont intégré le Carillon. Hmm. Et c'est dans toute la France où il y a certains lieux précis. Le Carillon, oui, est développé dans nos antennes de la cloche en France. Il y a aussi d'autres associations qui vont se franchiser le Carillon, qui donc vont développer tout ce réseau de commerçants sans forcément faire partie de l'association La Cloche. Et on a également un réseau international, Zosheim, qui est dans 6 pays et qui développe le même système du carillon, mais à l'étranger, dans différents pays d'Europe et aux Aux États-Unis. États-Unis, ouais. D'accord. C'est quel type de commerce? Parce que j'ai vu qu'il y a des cafés, mais est-ce que ça peut être n'importe quel commerçant? Ça peut être, oui, n'importe quel commerçant qui sont ouverts à accueillir du public, évidemment. Euh, Hmm. Certains commerces sont plus aptes à intégrer le carillon. C'est vrai que les restaurants, les boulangeries, les pressings, par exemple, sont plus faciles à intégrer qu'une boutique de vêtements. Mais en Hmm. soi, tout commerce peut intégrer le réseau. Et on a quand même un critère il faut que ce soit un commerce de proximité.
du coup, qui est des valeurs. D'accord. On n'intègre pas les grandes chaînes, par exemple, parce qu'on veut on veut valoriser les commerces de proximité, etc. D'accord. Est-ce que c'est seulement entre les personnes qui vivent dans la rue et les commerçants, ou bien un citoyen peut jouer un rôle dans cette dynamique solidaire? Bien sûr, le citoyen peut absolument participer. Certains commerçants mettent en place des produits en attente, donc qui fonctionnent sur le même système du café suspendu. C'est-à-dire que le client va payer en avance un produit, un café, un repas, etc., pour permettre à une personne en situation de précarité de pouvoir en profiter gratuitement. Il peut également participer aux collectes que la cloche va mettre en place dans les commerces. Ça peut être des boîtes à dons. On met aussi en place des boîtes pour récolter des protections menstruelles Mhm. ou des tickets de métro, par exemple. D'accord. Et s'il y a des commerçants qui nous écoutent, comment peuvent-ils intégrer ce projet? Est-ce qu'il y a des conditions nécessaires ou Bah, du coup, la seule condition, comme disait Lola, c'est qu'il soit en accord avec les valeurs de l'asso, qu'il soit disponible. Et, euh, et c'est tout. Après, ils peuvent absolument nous contacter sur le site s'ils veulent rejoindre le carillon. D'accord. Donc le deuxième programme, Les Clochettes, qui voit le jour en 2017. Qu'est-ce que le programme propose? Est-ce que ça change totalement du carillon ou on retrouve certains points communs? En fait, le programme des clochettes, c'est un peu dans la même logique d'inclusion. Toujours, on essaye d'inclure les personnes sans domicile et de recréer du lien dans les quartiers entre les habitants. Et là, du coup, on essaye de proposer aux initiatives urbaines, donc ça va être tout ce qui est jardin partagé, citoyens, etc., les fermes urbaines aussi, par exemple. On leur propose d'inclure leurs voisins et voisines sans domicile et de les faire participer au projet de jardinage, de bricolage, de fabrication d'une fresque végétale, etc. Et du coup, Hmm, l'idée, c'est d'avoir un espace ouvert et bienveillant et où les personnes sans domicile peuvent venir participer. d'accord. C'est quel genre vous avez mentionné les jardins, est-ce qu'il y a d'autres activités? Bah, en fait, au sein d'un jardin partagé, nous, on se greffe aux projets qui sont déjà en cours et qui sont créés par les habitants. Du coup, aussi, par exemple, en hiver, le jardinage, il est un peu freiné par la température. Ce sera plutôt du bricolage. Donc, on peut construire, je sais pas, des bancs pour le jardin. On peut venir peindre les murs du jardin. Enfin, en fait, c'est tout ce que le jardin partagé va lui mettre en œuvre à la base. Et nous, on vient participer en incluant les personnes sans domicile du quartier. D'accord. Et les jardins, ils appartiennent à la cloche, enfin aux clochettes, ou c'est par exemple des jardins municipaux où vous avez vos jardins et les gens viennent y travailler? En fait, on se greffe vraiment aux initiatives déjà existantes des jardins partagés dans les villes. Et Hmm, si c'est des jardins qui sont en accord avec nos valeurs et du coup où on peut venir avec la cloche, on les labellise clochettes. Ils deviennent, en plus d'être un jardin partagé, ils ont cette visibilité-là. Et nous, on sait qu'on peut y inviter des personnes sans domicile et co-créer des activités avec eux s'ils le souhaitent. d'accord. Est-ce que c'est déjà arrivé que, par exemple, des écoles ou des centres de loisirs viennent partager des moments avec les personnes sans domicile dans ces jardins? Oui, tout à fait. Moi, Hmm, je pense notamment à un jardin dans le 16e arrondissement, où donc c'est un jardin déjà existant qui met en place régulièrement des ateliers avec les enfants. Et comme le but de la cloche, c'est de vraiment mélanger les publics et favoriser les rencontres entre les personnes, nous, on a choisi de se greffer à leur activité avec les enfants et donc de jardiner ensemble avec la classe qui est la plus proche de ce jardin-là et qui a bien sûr accepté. Et c'est une très belle initiative. Ça marche très bien. d'accord. On a pu voir au travers de vos programmes que l'association ne s'arrête pas à l'alimentaire, aux soins, aux premiers gestes. Elle a donc une dimension d'inclusion, d'échange social.
Comment avez-vous réussi à créer ce triangle de confiance entre les sans-domicile, les commerçants, donc on a vu dans les jardins aussi. Est-ce que ça a été difficile de créer ce lien de confiance ou ça s'est fait naturellement? Du coup, ouais, pour ce qui est des commerçants, comme je le disais auparavant, euh, la labellisation du lieu permet d'indiquer la bienveillance du lieu qui intègre le carillon, ce qui déjà permet de créer un lien de confiance. Euh, on va aussi, on sait que la cloche, enfin nous qui travaillons à la cloche ou nos bénévoles, accompagnent toujours, pardon, les personnes sont toujours présentes aux activités pour accompagner. On forme également les commerçants pour créer un vrai cadre de confiance. On sait qu'il y a une vraie volonté de créer une unité dans nos valeurs entre la cloche, les ateliers qu'on met en place, les lieux où l'on va, les commerçants qui intègrent le carillon. Donc, en créant cette unité, ça permet aussi de justement de faire en sorte qu'il y ait ce triangle de confiance, ce contrat à trois parties, pour que les gens se sentent bien. On permet aussi la mise en place d'événements chez nos commerçants. Par exemple, je pense à la mise en place d'un karaoké pendant la période de Noël dans un café partenaire de Kawa dans le 11e. Ça permet aussi aux personnes de rencontrer les commerçants, de créer du lien dans les quartiers. C'est ça aussi qui amène ce lien de confiance. Et surtout, nous, on va faire des permanences chez nos partenaires de l'action sociale pour présenter nos activités, pour présenter les ateliers qui se mettent en place, présenter le carillon. Grâce à plusieurs outils, on a notamment un livret qui regroupe tous les commerçants du carillon. On a des flyers pour communiquer. Et je pense que le fait que la cloche fasse ce lien justement entre les commerçants ou les lieux qui nous accueillent pour les activités et entre les différentes personnes qui veulent y participer, ça a permis justement de créer cette ambiance où les gens se sentent bien et les gens se sentent accueillis et de pouvoir créer ce lien entre les différentes personnes, différents habitants de quartier. Hmm. Vous avez parlé d'événements, donc c'est pas, il y a le carillon, les clochettes, mais vous organisez des événements comme le karaoké, dont vous venez de parler. Est-ce qu'il y a d'autres événements peut-être plus importants ou des événements qui reviennent toutes les semaines ou tous les mois? Est-ce que vous avez certains événements phares? Oui, tout à fait. Du coup, ça va être mis en place. En fait, notre objectif, c'est de créer des activités avec nos bénévoles, qui sont des personnes avec ou sans domicile. On a aussi une mixité dans notre équipe. Et évidemment, les personnes qu'on va rencontrer sur le terrain. Et donc, en fonction de leurs envies et leurs besoins, nous, derrière, on monte ensemble un projet. Ça peut être à Paris, du coup, pour parler de notre antenne. Toutes les semaines, on a une chorale qui s'est mise en place. On a aussi une activité théâtre. Et après, de façon plus ponctuelle ou une fois par mois, on organise un atelier cuisine. Ça peut être un atelier yoga. On va faire aussi, par exemple, on va lancer un atelier tricot. On a un atelier philo entre femmes. Et voilà. Et donc, tout ça, c'est amené à évoluer en fonction des envies des personnes qu'on rencontre sur le terrain, qui sont toujours partantes pour co-construire avec nous les ateliers. Et quand on a la chance et que quand on a l'opportunité, en fait, on essaye d'organiser aussi des événements de plus grande ampleur. Et donc là, ça va être plutôt une soirée entière où on a un repas partagé, où on fait un karaoké, où on fait, je sais pas, par exemple une scène ouverte. Et donc là, ça regroupe généralement plus de monde. Et dans chacun de ces événements, dans chacune de ces activités, on essaye d'ouvrir et de proposer au grand public de venir avec nous, en fait, aux habitants du quartier, de se joindre à l'activité. C'est ça enfin, je sais pas si le but premier c'était aussi de créer ce lien, mais enfin, bien que ce soit une association premièrement destinée aux personnes sans domicile, ça peut créer un lien parmi les gens même du quartier. Enfin, ça peut redynamiser complètement un quartier, ce genre d'initiative. Tout à fait, c'est notre idéal.
C'est un bel idéal. Comment faites-vous pour valoriser votre association? Parce que toutes ces actions que vous faites, elles ont besoin de toucher le plus de personnes possible. Donc, comment faites-vous? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, des flyers? Oui, absolument. Bah, c'est vrai qu'on est évidemment sur les réseaux pour communiquer et atteindre le plus de personnes possible. Euh, mais on va aussi être le fait de travailler en complémentarité avec nos partenaires de l'action sociale. Ça nous permet d'être qu'ils deviennent relais de nos informations aussi. Quand on veut aller à la rencontre des personnes, on peut partager toutes nos informations pendant nos permanences ou même juste en partageant nos informations avec nos partenaires et eux feront le lien. Et on participe aussi à pas mal de collectifs d'associations ou d'acteurs qui travaillent sur la question de la précarité. Et encore une fois, ça donne de la visibilité à l'association. Ça permet de valoriser nos actions et de toucher le plus de personnes possible. Et, euh, et pour atteindre un citoyen qui n'est pas forcément encore engagé sur la scène du social et de la solidarité, on met en place des formations citoyennes régulièrement et on sera présent dans les forums d'associations ou en festival en tenant un stand pour sensibiliser sur l'exclusion sociale et présenter notre association. D'accord. Donc, on va passer à ce qui nous a tous affectés enfin, ce qui nous affecte tous encore depuis 2 ans, le Covid, parce que vous travaillez avec les commerces et les personnes sans domicile. Comment le Covid a-t-il affecté votre engagement et votre travail en tant qu'association? Alors effectivement, on a été touché par la crise comme le reste des associations et des citoyens. Le fait est que pendant le premier confinement, ça a été un choc et on a dû s'y adapter rapidement, mais on n'a pas pu maintenir les activités qu'on mettait en place en amont. Et on a inventé des nouveaux dispositifs. On a notamment maintenu le lien social avec les personnes, mais cette fois par téléphone. Très très régulièrement pour s'assurer que les personnes gardaient le moral, qu'elles avaient encore une écoute et une oreille de notre part. On a également, en fait, on a fait le tour des dispositifs que nos partenaires et associations, nos partenaires proposaient et on a essayé d'être complémentaires un maximum. On a permis aux citoyens de mettre en place des paniers suspendus en bas de chez eux pour faire des collectes de produits de première nécessité pour les personnes sans domicile de leur quartier. On a essayé de rendre des services et des produits qui faisaient partie du carillon disponibles pour les commerces qui étaient encore ouverts. Parce qu'au fur et à mesure des semaines du confinement, en fait, les commerces sont rouverts, puis refermés, etc. Mais on a essayé de maintenir le lien autant que possible avec nos commerçants. Et on a, nous, de notre côté, mis en place un podcast. Parce qu'on n'en a pas encore discuté, mais on a plusieurs médias au sein de l'association La Cloche. On a notamment une gazette, on a une radio et on a un blog. Et on fait régulièrement, du coup, des podcasts. Et il y a un podcast qui est né pendant le confinement au niveau national et qui nous a permis d'aller à la rencontre des personnes sans domicile et de récolter leurs paroles, en fait, et leurs témoignages sur la rue pendant le confinement. Et on en a fait un podcast qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Passe-moi le micro. Et voilà, c'est une des grosses initiatives qui a pu être créée à ce moment-là. Et après, au fil des mois et de la réouverture, en fait, dès le deuxième confinement, on a pu rester ouvert et reprendre nos activités simplement en essayant à chaque fois de, du coup, réduire le nombre de personnes qui pouvaient y participer, aller seulement dans les lieux qui pouvaient nous accueillir. Aujourd'hui, il y a la problématique évidente du pass obligatoire qui se pose parce que nos activités culturelles, par exemple, ont dû être arrêtées parce qu'en fait, c'est des lieux qui sont obligés de demander le pass et que le public qui fréquente notre association n'est pas un public forcément vacciné à 100%. Donc voilà, à chaque fois, on a dû se réinventer et s'adapter, mais on a trouvé des solutions. D'accord.
Donc, on peut parler de vos médias dont vous avez cité comme la Gazette ou le podcast. La Gazette, par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, tout à fait, mais c'est en fait, elle est publiée à 2 reprises dans l'année. Et la dernière gazette, c'était par exemple sur le thème de l'amour sans domicile. Et du coup, on est allé interroger des personnes pour qu'elles témoignent en fait de cette thématique-là. Et de ces témoignages, on en a fait une gazette qui est assez concise, mais on y a mis des photos, des citations, etc. Et elle est co-écrite par du coup une antenne de la cloche avec ses bénévoles qui sont encore une fois avec et sans domicile, donc qui nous permettent d'avoir vraiment des témoignages du terrain. Hmm. Voilà, et la prochaine gazette qui va sortir, ce sera sur l'alimentation. Et les gazettes, on peut les retrouver en version digitale ou il faut aller les chercher quelque part? Nous, on les imprime et on les distribue chez nos partenaires, chez les commerçants, etc. Mais on peut aussi la retrouver en version digitale. C'est juste D'accord. pas l'objectif premier, donc c'est plus chouette de Hmm. l'avoir en version papier. Et pour le podcast, est-ce que bien qu'il existe toujours sur les plateformes, est-ce que vous faites encore des épisodes ou c'était exclusivement pendant le confinement? Des radios, des sortes de journaux qu'elle publie aussi sur les plateformes type Deezer, Spotify, Ocha, etc. qu'on peut retrouver. Voilà, on était même en live à un moment sur Facebook, etc. Mais c'était plutôt pendant les confinements. Mais non, c'est toujours très actif et ça a pas mal de succès, ces médias. D'accord. En 2017, Emmanuel Macron annonçait aux Français, je cite, ne plus vouloir de personnes sans abri dans les rues d'ici la fin de son quinquennat. 5 ans après, vous qui travaillez auprès des personnes sans domicile, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a eu sa mesure était un peu ambitieuse, est-ce qu'il y a eu un progrès ou est-ce que pas du tout? Malheureusement, non. C'est la Fondation Abbé Pierre qui sort des chiffres sur le mal logement tous les ans, approximativement, enfin oui, tous les ans. Là, j'ai les chiffres de 2020, ça indique 1 680 000 personnes qui sont privées de logement privé, et Hmm. dont quand même 300 000 personnes qui sont sans domicile, c'est-à-dire sont des personnes qui habitent à la rue, dans leur voiture, en hébergement associatif, et on ne connaît pas du tout de baisse. Donc, voilà, Hmm. c'est une promesse vraiment pas tenue. Et est-ce que il y a eu des mesures, est-ce que vous avez vu des mesures positives envers les sans-domicile? Ou bien est-ce que vous avez pu être aidé financièrement votre association? Ou ça reste difficile? En tout cas, on n'a pas vu de changement massif dans les mesures, euh, en lien avec cette crise. Ce qui est sûr pour nous, c'est que la crise, elle a quand même permis de valoriser ce que notre message à nous, la cloche qu'on essaye de faire passer un peu depuis 2014, qui est le fait que le lien social, il est primordial pour tous les individus et que le fait d'être isolé, c'est problématique pour n'importe qui. Et en fait, la crise sanitaire, ça s'est transformé en crise sociale, en fait. Et elle a fait, je pense, prendre conscience à beaucoup de citoyens et de citoyennes à quel point le lien social, il est important. Et donc, par là, ça a donné de la visibilité à notre action. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à cette problématique-là. Donc peut-être pas au niveau institutionnel, mais en tout cas au niveau très individuel et collectif aussi, sur les actions des associations, etc. Ça a permis ce développement-là. Ouais, parce en naviguant sur votre site, on a pu voir que vous avez mené une étude. Dans cette étude, on apprend que 94% des gens aimeraient agir contre cette grande exclusion, mais pour un tas de raisons, ils n'osent pas. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à cette immense majorité
afin d'agir? Tout à fait. En fait, notre but, c'est pas. On a vraiment une posture qu'on essaye déculpabilisante et pas du tout moralisatrice. Au contraire, on essaye de donner un maximum de clés à chaque citoyen et citoyenne pour leur proposer d'agir dans leur quotidien. On explique aussi que on peut agir. En fait, l'engagement citoyen, il est très accessible aujourd'hui. Et rien que le fait de s'informer, c'est pour ça qu'on donne des formations et qu'on va souvent dans les écoles ou dans les entreprises ou voir le grand public en fait pour casser les clichés, sensibiliser au monde de la rue. Rien que ça, c'est déjà beaucoup. Après, évidemment, pour aller plus loin, on peut consommer solidaire, par exemple, en allant chez les commerçants du carillon. On peut participer à des actions qui sont mises en place par les associations, mais que ce soit, par exemple, en simplement participant à un karaoké de la cloche ou en s'engageant pour aller faire des distributions alimentaires, des maraudes et devenir bénévole, mais même sans avoir cet engagement qui peut sembler lourd pour certaines personnes de devenir adhérent d'une association. On a l'impression qu'on va devoir y passer beaucoup de temps par semaine, etc. En fait, non, nous, on explique qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons d'agir et que surtout, l'engagement, il est adaptable à chaque personne et qu'aujourd'hui, il y a une diversité d'associations qui fait que, en fait, des actions proposées peuvent convenir à tout le monde. Et surtout, je pense que ce qui est important, euh, quand on veut s'engager, c'est juste de faire ce premier pas. Ça paraît peut-être un peu bête, mais oser juste se lancer et comme disait Lola, le faire à son échelle. On n'a pas forcément tous la possibilité de donner des millions d'heures pour du bénévolat, mais en fait, juste le fait de commencer par une petite action, faire une maraude de temps en temps, une distribution de repas ou venir à une formation, c'est déjà un engagement et c'est déjà très bien. Et, euh, et c'est important de ne pas culpabiliser sur son bénévolat, déjà faire et se lancer et déjà montrer cet entrain pour améliorer, pour aider les personnes, c'est déjà hyper important. Oui, l'associatif, c'est l'immense majorité du monde associatif, c'est les petites mains qui, il n'y a pas de grands pas, c'est plein de petits pas qui permettent de construire quelque chose ensemble. En me renseignant sur votre association, le mot briser m'est revenu à l'esprit plusieurs fois. Donc, à première vue, c'est un mot connoté négativement, mais votre association tend à briser les clichés nauséabonds dont les personnes sans domicile souffrent, mais aussi à briser la glace, donc on en parlait, la vitre invisible que la majorité d'entre nous se crée et qui nous empêche, qui nous retient d'aller vers l'autre. Quels seraient pour vous le ou les mots qui définissent votre engagement, votre association? Effectivement, on cherche aussi à briser la glace, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est recréer du lien entre les personnes, essayer de faire ensemble avec les habitants du quartier et leurs voisins et voisines sans domicile. Et donc, l'objectif, c'est de tendre vers une société qui soit solidaire et inclusive. Donc voilà, tout ce vocabulaire-là, c'est celui qui nous est cher aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que votre engagement auprès de la cloche vous a appris et apporté à un niveau plus personnel? Euh, alors, c'est vrai que moi, quand j'ai intégré la cloche en septembre, c'était après avoir décidé de faire une année de pause entre ma licence et mon master, parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et en fait, travailler là maintenant depuis 5 mois dans cette association, ça m'a permis de me rassurer dans ce que je voulais faire plus tard. Et surtout, en fait, cette asso, elle permet d'avoir une expérience de travail assez chouette parce qu'on est toujours entouré de personnes extrêmement engagées. On avance tous dans ce même but d'avoir un impact positif, de lutter contre la grande exclusion. Et je trouve ça hyper important. Et en fait, les différentes actions de la cloche, ça m'a aussi toujours permis de sortir de ma zone de confort. Pour une fois, je devais être, quand on va en permanence, enfin, quand on fait des permanences chez nos partenaires et qu'on va à la rencontre des gens, je devais faire ce premier pas pour aller discuter, pour parler de l'asso ou juste parler de tout et de rien. Et
C'est vrai que j'en avais pas l'habitude et je pense que je ressors avec une confiance bien plus importante que celle que j'avais quand je suis arrivée en septembre. Et pour ma part, effectivement, grâce à l'association et grâce à mon action à l'association, j'ai fait des rencontres très riches et assez incroyables que je ne pensais jamais croiser sur ma route. On évolue dans un cadre extrêmement bienveillant et qui laisse en fait la possibilité de se développer aussi sur le plan personnel en fait parce qu'on vient à la cloche avec nos envies à nous, nos passions et on arrive à en faire quelque chose aussi ici. Donc c'est assez passionnant et je pense aussi que le fait de réussir à dialoguer avec autant de publics différents et de faire se rencontrer les personnes, ça m'aide dans ma vie perso aujourd'hui, de plus jamais hésiter à aller à la rencontre d'une personne et de moi-même sensibiliser mon entourage à cette posture-là qu'on apprend en formation, qu'on met en place enfin qu'on met en action en fait sur le terrain tous les jours. C'est une posture qui m'aide aussi à moi et du coup que j'essaye de faire passer à mon entourage. Ouais, c'est sur beaucoup de relations humaines c'est des choses qu'on apprend nulle part ailleurs que dans les associations au final, ce fait d'aller vers les autres et d'être à l'écoute. C'est ça, mais finalement ça nous sert toujours. Quand on va passer à la conclusion, j'ai quelques dernières questions. Quelle est votre actualité et vos prochains objectifs ou projets avec l'association? Les projets de la cloche prochainement, on a ouvert 2 nouvelles antennes à Tours et à Montpellier. Donc ça, c'est plutôt très cool. On est très contents de faire développer l'asso en France. Et à court terme, on a évidemment toujours pas mal d'activités qui se mettent en place. On aura des nouveaux ateliers qui vont pas tarder à commencer, dont un sur un atelier sur l'histoire de l'art. Ensuite, on est en 2022, ça marque le début d'un nouveau plan stratégique. Et du coup, on a réfléchi en équipe et avec tous les bénévoles de l'association à justement nos objectifs et nos axes prioritaires pour les années à venir. Et donc, il y en a plusieurs, dont ceux que Gemma a un peu évoqués. Mais globalement, on va mettre en place de super projets cette année et jusque 2024 pour essayer de développer notre action. Et il y a notamment le fait de répliquer en fait notre action et de sensibiliser d'autres partenaires à l'inclusion au sein de leur structure. Donc, on va essayer d'être un modèle d'inclusion pour que ce soit des associations, mais aussi d'autres acteurs du privé, des entreprises, etc., qui ont envie d'inclure mieux les personnes sans domicile ou des publics en situation de précarité dans leurs actions et dans leur quotidien. Et voilà, toujours développer le changement de regard via les formations, essayer de participer à plus de collectifs pour être aussi pour développer un plaidoyer. Voilà, il y a un peu tout ça. Ok. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir avec la cloche? Absolument, il y a évidemment plein de très bons moments quand on travaille à la cloche et qu'on participe aux activités, mais je pense que moi, ce que je vais retenir de mon service civique, ce sont les repères pendant la période de Noël. Donc un repère, c'est les permanences de la cloche. Qu'on tient une fois par semaine pendant 2 heures dans des locaux et la particularité, c'est que ce sont nos seules permanences qui sont tenues par nous. On rencontre toujours nos habitués, c'est un temps de discussion et de présentation d'activités. Et c'est vrai que pour les 3 semaines de Noël, les 3 semaines avant les fêtes de fin d'année, on a mis en place des ateliers et c'était vraiment hyper sympa parce que l'ambiance était très festive. Ça a vraiment rapproché les gens. On a fait un conte de Noël, on a fait des cartes de Noël.
On a eu un super goûter avec des cadeaux offerts par nos partenaires. Donc c'était vraiment une période, vraiment une très belle période, hyper sympa, très positive et qui a vraiment rassemblé dans l'assaut. Et moi, quand j'essaye de repenser à un de mes meilleurs souvenirs, je pense à ma première organisation de soupe impopulaire. Et du coup, en fait, à l'association, on essaye d'inverser le principe de la soupe populaire. Et donc, on organise des soupes impopulaires où on va cuisiner ensemble avec les voisins et voisines sans domicile du quartier, les personnes qui sont habituées, qui fréquentent notre association, les bénévoles et l'équipe. On cuisine tous ensemble une grande soupe en extérieur sur une place, dans une rue, etc. Avec des invendus qu'on va récupérer chez nos commerçants carillons. Et le but, c'est de la distribuer aux passants et du coup, qui sont interpellés par la démarche, qui viennent un peu par curiosité pour s'informer sur nos actions et qu'on puisse avoir un moment d'échange et de rencontre entre tout ce beau monde. Et c'est vraiment un temps très joyeux et les patients sont souvent, on a des retours très positifs sur notre démarche, etc. Et voilà, c'est des jolis moments. D'accord, parfait. Et est-ce qu'il y avait des moments assez difficiles, des moments où vous vous êtes dit que vous pourriez arrêter? Moi, ça m'est absolument jamais arrivé de penser à arrêter. Il y a évidemment des moments plus difficiles. Il y a des rencontres qui vont nous toucher un peu plus, des témoignages qui vont être durs à entendre. Mais en aucun cas, ça donne envie d'arrêter. Au contraire, ça donne un peu plus d'importance à notre place. Et surtout, ça rassure dans le fait qu'on agisse justement pour améliorer le quotidien des personnes qu'on rencontre. Donc non, j'ai jamais pensé à arrêter. Et j'ai jamais pensé à arrêter non plus. Aussi parce que quand on a effectivement des moments un peu plus compliqués, on sait qu'on peut s'appuyer sur la bienveillance de notre équipe et il y a toujours une oreille attentive pour nous écouter, pour nous conseiller, pour nous rassurer. Et on fait vraiment, vraiment attention à ça au sein de chacune de nos antennes parce qu'en fait, ça nous aide à tenir et à vraiment être toujours dans le meilleur de notre forme. D'accord. Si vous aviez accès aux panneaux publicitaires des grandes villes françaises, voire afficher un immense panneau sur la Tour Eiffel, quelle phrase y serait écrite? Alors sur la Tour Eiffel, je sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui a déjà été fait et qui est refait chaque année, c'est une grande campagne de mobilisation citoyenne. Et l'an dernier notamment, on a mis en place, enfin c'était fin 2020, une campagne qui s'appelle Tabac 5 minutes. Et le principe, c'était juste d'avoir sur les panneaux publicitaires cette phrase avec un QR code que les passants pouvaient scanner et qui les emmenait sur une page en gros qui décrivait les actions de notre association en 5 minutes et qui donnait des clés très faciles pour agir dans son quotidien. Et donc pour nous c'est un moyen d'interpeller parce que effectivement quand on s'arrête devant cette phrase on sait pas du tout on sait pas du tout ce qu'on va trouver. C'est aussi un moyen évidemment d'être rendu plus visible. Il y avait notre logo, la cloche, et le nombre de personnes qui sont passées sur ce site-là ont pris le temps en fait d'aller jusqu'au bout de la campagne et de nous lire, de nous rencontrer finalement. Et c'est un moyen évidemment de faire passer nos messages de lutte contre l'exclusion et la grande précarité en valorisant en fait chaque passant et chaque passante. Donc je pense que on aimerait vraiment reprendre cette campagne-là parce que on l'avait adorée. D'accord. Avec toujours le même objectif? Toujours le même objectif, mais si possible encore plus de personnes qui se rendent sur notre page. D'accord. Bon, on fera attention aux panneaux publicitaires la prochaine fois. Ça arrive On sait bientôt. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose sur un sujet dont on n'a pas parlé? Non, je pense pas. Non. On a abordé tous les sujets.
Ça, j'ai bien fait mon travail. Euh, Est-ce que votre association est ouverte à l'adhésion de nouveaux membres et dans quel secteur et comment peut-on vous contacter et vous retrouver? Évidemment, on est toujours à la recherche de nouvelles personnes, que ce soit des bénévoles, des partenaires, des entreprises qui veulent se former, des commerçants qui veulent intégrer le carillon. Euh, on a également on est toujours à la recherche de stagiaires, de services civiques. Et, euh, et il suffit de nous retrouver sur le site et il y a un formulaire pour nous contacter. Et on sera toujours ravis de vous recevoir. Le nom du site, est-ce que Pardon, vous c'est pouvez nous le donner? lacloche.org. D'accord. Parfait. Et est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Absolument, on est sur Instagram, Facebook. Voilà, on a un compte Instagram La Cloche pour toutes les antennes. Et après, D'accord. par antenne, si vous avez envie de suivre nos actualités plus précises, plus spécifiques. Mhm. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cet entretien. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que les auditeurs aussi. Merci et bonne soirée. Merci à toi, Tanguy, de nous avoir accordé ce temps. Et à bientôt, j'espère.